Allô? Allô, 1, 2, 3, oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, la deuxième table ronde de ce colloque va démarrer dans quelques instants. Auparavant, je vais céder la parole à Maya Capello, qui est la responsable du département d'information juridique de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui va nous présenter une étude qu'ils viennent de publier sur le statut juridique des plateformes de partage de vidéos. Elle est d'ores et déjà disponible sur leur site en 3 langues pour ceux qui voudraient à la fois écouter et lire l'étude. Voilà. Je vous passe la parole. Merci pour cette introduction. Je vous laisse le temps de prendre les casques parce que je vais parler en anglais, qui est la deuxième langue officielle du Conseil de l'Europe, dont l'Observatoire fait partie, et aussi la deuxième langue de travail avec l'allemand pour l'Observatoire. Having said this, isn't she adorable? I am sure you will still remember the good old times when you could not share YouTube videos with your Facebook friends just clicking on your iPhone. That was nice. And indeed, what has now have become part of our daily lives is a quite recent phenomenon. If you take a look at the dates, you will see that Facebook was launched in 2004, YouTube in 2005, and iPhone in 2007 was starting its sales. And you probably know that everything on these platforms, what they offer and whatever you can do with these shiny little devices, they are all regulated at European level. We have heard quite a lot about it already during the first roundtable, and we have also heard something mentioned, which is this directive, the Directive on Electronic Commerce. This directive predates all what we are talking about, because this is from 2000. This is something that is sometimes forgotten, but it's a quite old piece of legislation. And what does this directive say about platforms? Because they were already included in this piece of legislation. In short, this directive is important because it provides for an exemption of liability, providers that 2 conditions are fulfilled. First of all, the provider must not have any actual knowledge of illegal activities, and he also must not be aware of facts or circumstances from which the illegal activity is apparent. Should the provider get such a knowledge, well, then the situation changes, because then he has to act promptly in order to remove or disable access to this illegal content. This is foreseen already by Article 14 of the E-Commerce Directive. Moreover, another article, Article 15, provides for a general exemption from monitoring. So these platforms, they are not under a general obligations to monitor anything, and they are also not obliged to actively seek for circumstances that would indicate any illegal activity. All this has certainly one clear advantage, and that is simplicity. It is very straightforward, everything is clear, and it's also a little bit like Pontius Pilate, because basically the providers can wash their hands of what users do, in theory at least. And of course, this directive reflects what was the case in year 2000, which is the world without Facebook and Google and YouTube and iPhones. And even if you look at the name, I guess you can agree that what is prominent here is the word commerce. But we also know that what we are talking about today is very much more than just commerce. It's about freedom of expression, it's about promotion of European culture, it's about infringements of copyrights on a massive scale, and it's also about preservation of free elections. So there are those who question if this framework is still applicable, even if it is a very straightforward legal solution. But the world has, in the meantime, become much more complicated than it was in 2000. Things are moving, and here in France we have seen quite many examples. Some of them have even been mentioned already during the first roundtable. For example, you know that the French government believes that there is a need of rethinking the status of internet intermediaries. You might also know that there have been proposals for changes into the legal framework in order to combat the fake news phenomenon. And France has also introduced the so-called YouTube tax,
with the purpose of supporting European audiovisual works. And I probably don't need to say anything about what Hadopi has done about fighting piracy online. There are also other European countries where things are moving, but as I already said, the beauty of this piece of legislation is certainly its simplicity. Sometimes adding layers of legislation can make things complicated, and solutions can also be a bit contradictory against each other. If we think about, for example, fake news, many countries, they have prompted regulatory action. But we also know that in every single case there has been a lot of controversy, in particular with accusations of censorship from many stakeholders. So this is a topic that has to be handled with great care. I think of this we are all aware, because first of all, the status of hosting providers together with this prohibition of general monitoring obligation makes it very difficult to regulate this field. This is a strong regulatory barrier which is still there, and there is no revision of the e-commerce directive ongoing, not even planned. Then you have the issue of freedom of expression, which of course leaves the legislators some restricted leeway and room for maneuver. And the option to leave everything to the self-regulation of the big companies on the other side of Atlantic is probably an option that is maybe not that attractive unless you trust them to do so. So we might then wonder what is happening at European level, because something is indeed happening. But maybe this something is not enough. We will see. Probably after what I will tell you in the next minutes will help you get an answer to this question, if it is enough or if this something has still to be developed. There are two important developments that I would like to put a little bit in context. You have heard about them already, but I think that maybe it might be helpful just to put them in a context. The first one is the revision of the Audiovisual Media Services Directive, and the second is the proposal of the Directive on Copyright, which are both a development of the digital single market strategy of the European Commission. I would start with the Audiovisual Media Services Directive, also called AVMSD, which I will use to save time. And as I was already mentioning in the previously, and was also said in the previous panels, defining online services is not easy. This is basically all what you have heard about during the first roundtable. And for the purpose of this presentation, you will see that I've taken the liberty of simplifying a bit. You will see a box with audiovisual media services, TV and VOD, a second one with video sharing platforms, and in the third one, I've just put all the rest. And you know, probably after this conference, all of you will have it hammered in your heads. The first box is regulated by the AVMSD. But what about video sharing platforms? They are a little bit difficult to position because they are not covered by the current AVMSD, but they fall under the e-commerce directive together with all the rest, all other sorts of information society services. But then things are changing. We have heard about the crucial day of tomorrow, the end of the trialogue, and finally this AVMSD will probably see its final shape. So there is a new arrow that we can add on this map, which leads to the fact that video sharing platforms, they have been included to a certain extent into the Audiovisual Media Services Directive. So I would suggest that we just take a look at the proposal, how it stands now. And since I'm a lawyer and lawyers are a bit obsessed by definitions, I will also be, so I will start with the definitions. You will see that it's not very linear, and it's quite complicated definition because there are some particularities that must be satisfied. First of all, the purpose of the service must be to provide some programs. Otherwise, it would have nothing to do in the AVMSD, which is about audiovisual media services, which main purpose is to provide programs. So that's the reason. But these programs can also be combined with user-generated contents. What is crucial is that there is no editorial responsibility for this content from the video sharing platforms, even if they provide for the organization of these programs. And these organizations can be done with algorithms, by tagging, by displaying them, by sequencing the content. So there are various ways of intervening on the content and such. And this will all concern YouTube, Dailymotion, and other similar services who indeed provide for this organization of the content. And these
Platforms, under the new rules, they will have to take some appropriate measures of some kind. We have heard both from the Director General of the Ministry and from the member of the CSA that there are some obligations in order to protect minors from harmful content and also to protect citizens from incitement to hatred and whatever constitutes a criminal offense in the European Union. But that's not all. Video sharing platforms, they have also to abide with rules concerning commercial communications. And here you have two cases where commercial communications, that is advertising, is marketed, sold, or arranged by the video sharing platforms themselves. Well, then they are obliged to comply with the provisions laid down by the directive for any other audiovisual media service provider. If this is not the case, which means that the advertising is for example, put in by the users, well, then they are not obliged to comply with these rules, but they have nonetheless to take appropriate measures to comply with these requirements, also taking into account that they have a limited control over the content. And what are these appropriate measures? I will not go through them all, but you will see that here we are talking about defining the concepts of violence and hatred, introducing mechanisms for flagging or reporting illegal content, introducing age verification systems and parental control. They have also to explain to the users what is happening out there and also to enable them to, with certain functionalities while they are uploading user-generated content. There are even complaint resolution systems that they have to put in place, media literacy measures, and also protection measures for the data concerning minors. So there is quite a lot. What is also very important to remember is that none of this shall lead to any ex-ante control. And this is the crucial thing, because ex-ante means that they have editorial responsibility, and we have already said that there is no editorial responsibility. So this is the proof of that. And this is also in accordance with Article 15 of the E-Commerce Directive, which, as I said, prohibits any general monitoring obligation. What about the regulators? Well, they have also a role. They have to assess if these measures are appropriate or not. So this means that the video sharing platforms cannot do whatever they want, but there is a moment where public institutions intervene and evaluate what they do. And member states are also allowed to impose stricter or more detailed measures. This is a very important change because this directive started as a maximum harmonization, but now the minimum harmonization applies also for these kinds of platforms, which means that each member state can decide to intervene more rigidly than what is foreseen by the directive. So this is something quite new and important. And what happened with the self- and co-regulation measures? Well, the Commission is very keen on these measures, they have been encouraged. Member states will have also to encourage that the video sharing platforms put in place these systems, and there might also be European Union codes of conduct. What happens with these codes? Of course, they must be accepted by the main stakeholders, so in order to allow them opt-in and be regulated by these tools, which shall set out clear objectives. They shall provide for regular, transparent, and independent monitoring and evaluation systems, and also effective enforcement tools. So there is quite a framework that has to be satisfied there. And who are these institutions who have to assess all this? Well, here we come to the jurisdiction issue, because indeed many of these platforms, they are European-wide. So what is important here is to see where they are established. And here the directive introduces a quite wide concept, which means that what one has to look at is not only where the company is established, but also the group. So it might be that this company is just a parent or a subsidiary undertaking. This is enough in order to allow a member state to be competent on that platform. And these platforms, they shall also be included in special lists in a centralized database so that all the member states are aware of who is operating where and under the jurisdiction of which member states. But what happened with the money? I would not like to conclude this part without having talked about money. As I mentioned, France has introduced the YouTube tax. Well, there is nothing about this in the revised directive. This is not included here.
The only improvement, let's say, of the rules concerning promotion of European works, they concern the video-on-demand services and not video-sharing platforms. And unless something dramatic would change tomorrow, I think this will be the text of the final directive. So enough here for the revision of the AVMSD. I would like now to move on to the second piece of legislation, which is the proposal of a copyright directive, which is certainly at least controversial, if not even more than the AVMSD. Again, I would like to start with the definition first. We have here a slightly different wording. We don't talk about video sharing platforms, but about online content sharing service provider. So the platforms becomes a service provider. This is because the platforms are information society services. And the video sharing becomes online content sharing because here it's about everything. It's not only audiovisual, but can be books, it can be music, it can be whatever kind of copyrighted content. So this provider has to be an information society service provider. It has to give access to this content. In particular, what is relevant here is that there must be a large amount of works uploaded by users, otherwise it's not a sharing service. And this provider must, again, organize and promote this content for making own profit. Otherwise, it would not be interesting under a service regulated by internal market provisions in the EU. So this definition has some similarities with the one of the AVMSD, but then comes a recital and complicates a little bit the things. Because there is a recital number 37A of the Copyright Directive, which introduces another concept. It says that these services are relevant insofar they compete with other online content services, such as online audio and video streaming services for the same audiences. And here, guys, have fun, because this will be quite complicated. Because how audiovisual media services, video sharing platforms, online content sharing services, live streaming services, and streaming services will manage to live together in different definition boxes and with different degrees of responsibilities. Well, this might be a quite difficult game when the time of the transposition of these rules will start, and this will be quite soon. So far, so good. Now, Article 13, this has created a big chaos on the internet because this concerns the responsibilities. This is an article that is particularly relevant for copyrighted works, because it states that when these providers give the wide public access to this content, well, what they do then is an act of communication to the public, which means that all what they do becomes relevant from the point of view of copyright regulation. Giving access means that since this is an internet service that is available without any barrier wall and is available to the public, this is indeed a satisfied condition. And this means that in order to give these availabilities to the works, there must be an authorization. The online content sharing providers, they must seek and obtain an authorization from the rights holder when they want to communicate and make available these works. And in case they have no authorization to do so, well, they must put in place measures in order to prevent the availabilities of these works. And in particular, what is interesting here is the paragraph 3 of this Article 13, which introduces a limitation to the exception introduced by the EU Commerce Directive. You remember the general exemption from liability. So this is a puzzle where you have to see all the pieces of legislation all together, otherwise it might be a bit difficult to understand them. So what happens here? This exemption from liability comes back in two cases. The first case is when the provider has put in place best efforts, which means it has put in place measures which are effective, appropriate, and proportionate in order to prevent the availability of these works, and has also provided to the users the information. This is the media literacy part, let's say, of the game. And the second case, where he has received a notification from the rights holders of the fact that there are some works up there, well, then he has to act expeditiously in order to remove and disable access to these works, and also demonstrate that he has put in place best efforts.
And thirdly, which is the most controversial aspect, that he has also prevented their future availability on their platforms. Finally, these measures have to be effective, proportionate, but there are some exemptions again. For example, when the service is very small, there is the minimum rule here for micro-enterprises and small-sized enterprises, or when the type of works or the amount of works is not particularly relevant, or where the measures are particularly costly and the effectiveness has also to be evaluated in light of technological development. So you see, there are exceptions to the exceptions, and they have always to be tested against certain criteria here. Well, I think I've talked enough. In your bag, you should have found the publication to the left, this blue one, which is brand new on our website today. There you will find an overview of what is relevant for video sharing platforms from the European Audiovisual Observatory's point of view. And I would now leave to the panelists to discuss all this, which I hope will be entertaining and interesting for all of us, I'm sure. So, Quentin, the word is now back to you, et je vous souhaite une très belle, agréable discussion. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le mot plateforme est adapté pour décrire ce qui se passe dans l'économie numérique des dernières années? Voici la question que s'est posée Antonio Casilli en ouverture d'un billet de blog paru en octobre dernier. Il s'est posé la question à la lecture des travaux de Tarleton Gillespie, qui relevait que le terme est d'abord une métaphore désignant une structure technique, voire une architecture. Et que le choix de cette métaphore, explique Casilli en résumant le point de vue de Gillespie, relève d'une volonté de se présenter comme des simples intermédiaires, et non pas comme des moteurs d'interaction sociale et de décision stratégique dans le domaine économique. La plateforme ne serait finalement qu'une charpente sur laquelle d'autres, usagers, entreprises, institutions, construisent. Or, cette définition masque, pour Gillespie, la pluralité des acteurs, la diversité, voire la conflictualité des intérêts entre les différentes communautés d'utilisateurs. C'est pourquoi Antonio Casilli écrit « La responsabilité sociale des plateformes, leur empreinte sur les sociétés semble être ainsi effacée ». C'est de la responsabilité des plateformes, et en particulier des plateformes de partage de vidéos et les médias sociaux que nous allons parler aujourd'hui. Ces plateformes, vous le savez, s'appellent YouTube, Facebook, Twitter, etc., pour ne s'en tenir qu'aux plus connus. Elles sont omniprésentes ou à tout le moins courantes vraiment dans notre vie numérique. C'est souvent et de plus en plus par leur intermédiaire que l'on accède à des textes, à des vidéos, à des informations. Autant de contenus qu'il faut ordonner, classer, et qui peuvent être amateurs, professionnels, vrais, faux, légaux, illégaux, dangereux ou non, associés à des commentaires plus ou moins bienveillants, associés à des recettes publicitaires ou non. La question est donc simple à formuler. En quoi les plateformes sont-elles responsables de ces contenus? Comme on vient de le voir, que nous disent les textes? Comme on vient de le voir, aujourd'hui, il dresse une distinction entre deux régimes de responsabilité. D'un côté, l'éditeur, responsable du contenu publié, car il joue un rôle actif dans la publication. Il sollicite, il réunit des contenus, il les évalue, il peut les modifier, et il prend une décision de les publier. Et de l'autre, l'hébergeur, qui aurait une responsabilité limitée en raison d'un rôle passif, la fourniture d'un service qui permettent à des tiers de publier. Sauf que cette distinction simple, en apparence, a été opérée avant l'essor de ces plateformes et que depuis la réalité s'est considérablement complexifiée. Comme on a pu le voir lors de la table ronde précédente, l'audience se déporte de plus en plus sur ces plateformes, y compris pour consulter des contenus produits par des acteurs traditionnels. Et plateformes qui en plus ne dépendent pas forcément des mêmes règles. Elles ont leurs propres règles en vertu desquelles elles peuvent retirer des contenus. On pense par exemple au retrait par Facebook d'une reproduction de L'Origine du Monde qui avait fait grand bruit. Elles génèrent des recettes sur la base de contenus agrégés, donc ça pose la question du partage des recettes. Elles sont confrontées à une logique de filtrage, de hiérarchisation des contenus, donc de sélection, donc peut-être d'édition. Elles servent de relais, parfois, heureusement pas qu'à ça, mais parfois à des discours qui peuvent être
répréhensibles, harcèlement, discours de haine, apologie du terrorisme, etc. Par conséquent, quel cadre juridique appliquer? La réalité est-elle soluble dans cette dualité hébergeur-éditeur ou doit-on envisager d'autres statuts? Comment définir les responsabilités? Par la règle européenne ou nationale ou par l'autorégulation ou la corégulation? Ces sujets sont au cœur de discussions importantes au niveau européen. On l'a vu avec des révisions en cours des directives SMA et droit d'auteur. Alors pour explorer ces questions qui sont complexes, je vais être un candide au pays des plateformes en faisant dialoguer des intervenants de haut niveau. Justine Rist, qui est directrice des partenariats de contenu YouTube Europe du Sud, après avoir été directrice digitale et diversification d'Endemol France pendant 10 ans, puis directrice des partenariats médias de Twitter de 2013 à 2017. Pierre-Jean Bengozi, professeur à l'École Polytechnique, membre de l'ARCEP. Vous avez notamment fondé et dirigé à Polytechnique la chaire Innovation et Régulation des services numériques. Et au collège de l'ARCEP, vous êtes particulièrement en charge des dossiers, vous suivez les dossiers du très haut débit fixe, les relations avec les collectivités territoriales, le marché entreprise et les usages publics du numérique. Francis Donat, secrétaire général de France Télévisions, conseiller d'État, ancien Googler, en charge des relations institutionnelles, fin connaisseur du droit communautaire, avec un ouvrage récent, Droit européen de l'Internet, et une activité également d'enseignant à Sciences Po et puis par le passé à l'Université de Strasbourg. Alban de Nervaux, chef du service des affaires en bout de rang. Alban de Nervaux, chef du service des affaires juridiques et internationales du ministère de la Culture français, et vous menez avec la DGMIC les discussions à l'échelon européen sur les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et enfin, Pascal Regard, directeur général de la SACD depuis 2004. Le débat avec les intervenants va durer à peu près jusqu'à 17h25-30. Là-dessus, je vais compter sur l'autorégulation ou la corégulation par les intervenants pour laisser une quinzaine de minutes d'échange avec la salle, donc à travers l'envoi de SMS qui seront projetés à l'issue de notre discussion. Voilà. La première question que je voudrais poser s'adresse à Justine Rist. Elle est peut-être simple. Je voudrais savoir, au-delà d'éléments de langage, comment est-ce que vous présenteriez YouTube à quelqu'un qui ne connaît pas cette plateforme ou à un enfant de 10-15 ans? Comment est-ce que vous présenteriez YouTube? Ou plutôt, comment un enfant de 10-15 ans expliquerait YouTube On n'en a pas dans le panel, dans les intervenants. Donc. Déjà, en préambule, je voudrais dire que je suis ravie d'être là, à double titre. D'abord, pour représenter un peu la parité sur ce panel. Non, mais non. Ensuite, pour vous dire, j'ai une autre particularité, c'est que je viens du monde de l'audiovisuel, comme vous l'avez dit, mais je ne suis pas juriste. Donc, moi, je vais apporter à ce débat un prisme un peu différent, qui est un prisme terrain et un prisme vraiment business, opérationnel, puisque je vis de l'intérieur cette synergie très forte entre des créateurs, du contenu, et puis des plateformes qui permettent de distribuer. Alors, qu'est-ce que YouTube ? Qui dans la salle n'utilise pas YouTube ? Parfait. Alors, non mais ça c'est formidable parce que justement je pense que ah oui, tu m'as dit que tu utilises Twitter. Bon, écoute, on en parlera après. YouTube, c'est une plateforme dont la vocation est de permettre à chacun de s'exprimer et de porter son message au plus grand nombre. Vous l'avez dit, YouTube, c'est une plateforme qui est née en 2005, donc elle a 13 ans aujourd'hui. Donc on va dire qu'elle rentre dans l'adolescence. Et justement, ce qu'on observe, et c'est vraiment ce pourquoi je voudrais le dire haut et fort, c'est que YouTube n'a pas attendu 2018 pour être responsable. Et pour être responsable socialement, sociétalement. YouTube est une plateforme globale, ouverte, et qui est au service des créateurs.
quand je dis une plateforme globale et ouverte, c'est que, alors je vais vous donner quelques indicateurs, ils sont assez vertigineux, mais aujourd'hui, dans le monde, vous avez 1,8 milliard d'utilisateurs qui se connectent chaque mois à YouTube. En France, c'est 40 millions d'utilisateurs, selon Médiamétrie. Ça fait, allez, 1 minute que je parle, il y a eu 400 heures de contenu uploadé sur la plateforme pendant 7 minutes. Donc vous imaginez le défi technologique de cette échelle. Ensuite, plateforme ouverte. Vous l'avez cité tout à l'heure, et puis la jeune femme qui était là en parlait dans son analyse. YouTube travaille avec tout l'écosystème de contenu. Les médias, nous travaillons très étroitement avec des acteurs comme France Télévisions, comme M6, comme Canal+, avec des producteurs, avec des organisations sportives, avec des éditeurs de news, avec des organisations, des labels de musique, et puis avec les talents eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment ça, ce nouveau paradigme, c'est qu'aujourd'hui, ces acteurs traditionnels joignent leurs forces avec des acteurs plus nouveaux comme YouTube pour aller chercher l'audience la plus large possible. Et alors, on a vu lors des précédentes tables rondes qu'il y avait un mouvement depuis l'origine des plateformes de partage de vidéos, finalement, d'aller vers des contenus UGC, enfin d'aller de contenus UGC vers une offre de plus en plus éditorialisée. Ma question, ce serait jusqu'où irez-vous dans ce mouvement? Alors, si je peux me permettre de nuancer un peu l'approche. En fait, dans cet environnement où on croit à très grande échelle, il est de notre responsabilité d'abord d'apporter un modèle économique pérenne. Je rappelle que YouTube reverse plus de la moitié de ses revenus aux créateurs, à ceux qui postent des vidéos. Je rappelle aussi que YouTube en France va un cran plus loin, puisque YouTube travaille avec les acteurs historiques comme la SACD, comme la DAGP, comme la SCAM, pour s'ancrer dans la spécificité française et protéger les ayants droit. À chaque fois qu'une vidéo utilise un contenu qui appartient à un ayant droit, eh bien, la chaîne de droit voisin opère. Par rapport au contenu, en fait, ce qu'on opère, et ce qu'on fait, c'est un accompagnement de plus poussé des créateurs dans leur professionnalisation. Et c'est eux-mêmes qui deviennent de plus en plus premium, on va dire, de plus en plus de qualité. Il y a des mécanismes également de filtrage, de recommandation, etc. Votre homepage est-elle, considérez-vous qu'elle est éditorialisée, par exemple? En fait, elle est rythmée au pouls des utilisateurs, et en fonction de votre usage et de mon usage, on n'aura pas directement la même proposition de YouTube. Mais je reviens sur ce cycle de responsabilité. Quand on dit s'ancrer dans l'écosystème des créateurs, c'est aussi protéger les ayants droit. Et YouTube a par exemple développé une solution technologique qui s'appelle Content ID. En gros, c'est l'empreinte numérique des œuvres qui permet à n'importe quel ayant droit de protéger son contenu. Et ça, c'est la première arme contre le piratage. C'est d'ailleurs sur cette technologie-là qu'on a créé il y a 8 ans, pour laquelle on a investi 65 millions de dollars, qu'on a fait un accord avec le CNC et l'ALPA, pour permettre aux organisations plus petites que les France Télévisions ou que les diffuseurs qui ont beaucoup d'équipes numériques, par exemple, mais d'utiliser ces outils pour protéger leurs œuvres. Et quand je dis protéger leurs œuvres, en fait, il y a 3 manières de faire. C'est un utilisateur, UGC, donc User Generated Content, utilise un segment de mon film pour illustrer un zapping vidéo. Moi, producteur de ce film, je peux décider soit de bloquer, parce que je ne veux pas qu'il utilise mon œuvre, soit d'autoriser sans monétiser, soit d'autoriser et de monétiser. Et dans ces cas-là, si je monétise, c'est moi qui vais recevoir le fruit de cette rémunération. Donc c'est ça, un modèle responsable et pérenne qui protège les ayants droit avec des vraies mesures et une vraie solution technologique qui fait qu'un contenu vidéo, quand il est exploité sur YouTube, eh bien son usage, il est serein par celui qui l'a créé. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près, dans les grandes masses, la part relative entre les contenus, j'ose pas dire spontanés, enfin, produits par les utilisateurs, les contenus des créateurs, et les contenus qui ont une deuxième fenêtre d'exploitation? Est-ce que vous faites des typologies comme ça? Est-ce que vous pourriez nous dire? C'est très difficile de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que on a des thématiques dominantes. La musique, par exemple, est très présente. Toutes les thématiques liées
au divertissement au sens large, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a l'émergence de thématiques beaucoup plus niches du quotidien. Tiens, on est dans la période du bac. Pour ceux qui ont des jeunes adultes qui sont en 3e ou 1re ou terminale, vous avez des chaînes extraordinaires de vulgarisation scientifique, de révision de la philosophie, de simplification des maths. Et il y a une émergence très forte de ce genre de thématiques qui vont au-delà des grands piliers de, je sais pas, la beauté, l'humour. Le sport aussi est très présent. En ce moment, vous avez les meilleurs moments de Roland-Garros, pour lesquels on travaille avec la Fédération française de tennis, pour lesquels on travaille avec France Télévisions, qui peuvent être suivis aussi sur YouTube. Et c'est ça, en fait, c'est cette espèce de relation très vertueuse qui permet de donner une deuxième fenêtre d'existence, une deuxième vie au contenu. Elles sont consultées sur un écran principal qui va être l'écran de télévision, ou le site ou l'application du diffuseur, et ensuite elles vont se prolonger dans une distribution beaucoup plus large grâce à la plateforme. Francis Donat, comment voyez-vous, comment percevez-vous YouTube? On dit partenaire, mais plutôt des partenaires ou des concurrents? Parce qu'on a vu quand même qu'ils captent une part importante du jeune public, une part importante des recettes publicitaires. En même temps, c'est un moyen de diffuser certains de vos programmes. Alors, je crois que ce qu'il est important de rappeler ici, c'est l'enjeu numéro 1 pour France Télévisions. Et cet enjeu pour nous, c'est que nos contenus, nos programmes soient exposés, soient distribués, soient diffusés. C'est vraiment au cœur de la mission de service public de France Télévisions, c'est de faire en sorte que tous nos programmes, tous nos contenus soient disponibles pour tous et sur tous les supports. Et c'est la raison pour laquelle, ainsi que vous l'avez rappelé, nous allons résolument développer des politiques de partenariat avec les plateformes numériques extérieures de France Télévisions. Il faut aller chercher le téléspectateur internaute là où il est, notamment le plus jeune, les plus jeunes d'entre eux, sur les plateformes externes. Je vais vous donner quelques chiffres à cet égard, alors pour mesurer aussi un peu l'empreinte numérique de France Télévisions, à côté des chiffres que Justine Rist vient de donner. En 2012, France Télévisions, c'était 49 millions de vidéos vues par mois. En 2018, on est à 600 millions de vidéos vues par mois. Ces 600 millions de vidéos vues, c'est toutes plateformes, aussi bien les plateformes propriétaires France Télévisions que les plateformes externes. Si on ventile au sein de ces 600 millions, où est-ce que les gens vont les regarder, on voit que 22% des vidéos vues mensuellement sont sur les plateformes France Télévisions, que ce soit le site ou l'appli France.tv ou nos sites jeunesse, et que 78% sont sur les plateformes extérieures. Et là, je distingue également 39% pour Facebook et 38% pour YouTube. Ce qui est intéressant maintenant, c'est si on regarde la durée moyenne de la vidéo consommée sur ces différentes plateformes. Et là, on voit que chacune correspond à un usage bien spécifique du téléspectateur internaute qui va chercher ce qu'il recherche là où il sait qu'il va le trouver. Alors, la durée moyenne d'une vidéo vue sur les sites propriétaires de France Télévisions, c'est 17 minutes en moyenne. 17 minutes en moyenne, vous le voyez, on est dans du rattrapage de programmes. Le téléspectateur internaute n'a pas pu voir au moment de la diffusion linéaire un contenu qui l'intéresse. Il va le chercher sur le site France.tv ou sur l'application France.tv. C'est véritablement une démarche de replay, de rattrapage, avec une intention très bien affichée d'aller chercher et il sait à l'avance qu'il va trouver ce qu'il cherche sur nos sites. Sur YouTube, on est à 7 minutes en moyenne de vidéos consommées. Et donc 7 minutes, on le voit, on est sur des extraits longs de nos programmes et de nos émissions, voire parfois un peu de revues en intégrale. C'est notamment le cas pour les programmes jeunesse, les dessins animés, l'animation, où là, on a un mélange de recherche intentionnelle de l'internaute téléspectateur qui va sur la plateforme YouTube parce qu'il sait qu'il peut y trouver des contenus et un peu de recommandations algorithmiques. Enfin, sur Facebook, alors là, sur Facebook, c'est tout à fait autre chose. La durée moyenne, le temps passé en moyenne par vidéo est de 16 secondes. Donc, c'est vraiment autre chose. Là, on est en présence d'extraits courts qui vous sont présentés par l'algorithme de Facebook sur votre fil d'actualité,
sans nécessairement de recherche d'intention. Donc vous voyez ces quelques chiffres, je ne veux pas les multiplier trop, à la fois le rôle qu'a pour nous ces plateformes extérieures, mais les enjeux que ça soulève par rapport à l'écosystème de l'audiovisuel public ou de l'audiovisuel en général. Pour nous, il y a deux enjeux très clairs. D'abord, il y a un enjeu d'asymétrie de régulation. Pour dire les choses assez brutalement, ce sont en général les acteurs les plus vertueux qui sont les plus lourdement régulés. À ce titre, la modification de la directive SMA, dont on a dit un mot à l'instant, va évidemment dans le bon sens, où on sait désormais que les plateformes de partage de vidéos sont incluses dans le champ de la réglementation audiovisuelle, que les règles de protection des publics, des mineurs, la lutte contre l'incitation à la haine raciale et tout ça seront appliquées, et que, s'agissant des SMAD, il y a 30% d'œuvres européennes obligatoirement dans les catalogues de ces SMAD. Tout cela va évidemment dans le bon sens. Le deuxième enjeu est presque à la limite encore plus important par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour nous, c'est des enjeux de ce que nos amis québécois appellent la découvrabilité des contenus. Dans un océan numérique où il y a une hyper-offre, comment faire en sorte que les contenus trouvent leur public, soient exposés et découvrables. Et là, on retrouve dans le monde non linéaire des problématiques que l'on connaît dans le monde linéaire, notamment avec la numérotation des chaînes de télévision, et sur lesquelles le législateur français s'est penché en novembre 2016, et sur lesquelles, d'ailleurs, là aussi, la directive SMA, dans sa mouture récente, fait des progrès considérables, puisqu'une disposition a été introduite par le Parlement européen qui laissera le soin aux États membres d'adopter, s'ils le souhaitent, des mesures visant à assurer une mise en avant appropriée, ce sont les termes choisis par le législateur européen, une mise en avant appropriée des contenus d'intérêt général. Donc là, évidemment, il faudra qu'au niveau du législateur national, on définisse ce que l'on appelle des contenus d'intérêt général et cette mise en avant appropriée, mais c'est évidemment un pas important, surtout si l'on a à l'esprit tous les débats qu'il y a actuellement en France, notamment sur la question des fake news. Je voudrais passer maintenant la parole à Pierre-Jean Bengozi pour qu'il nous explique comment quelle est la lecture qu'il fait de cette relation entre les chaînes de télé et les plateformes par rapport aux opérateurs télécoms. Derrière tous ces services, je pense qu'il faut dire qu'il y a de la technologie. Ça a été rappelé par Justine Denis. Et aujourd'hui, la majeure partie des téléspectateurs voient les émissions de télévision, voient les chaînes de télévision par leur box, par leur box Internet. Donc les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs ont effectivement un rôle absolument déterminant dans cette organisation de l'écosystème de l'audiovisuel. Alors, finalement, on a aujourd'hui plusieurs acteurs qui s'articulent entre eux. Les producteurs qui fournissent les œuvres des bains, les chaînes qui agrègent les contenus de ces producteurs sur un modèle linéaire, les plateformes, et je pense que ce n'est pas simplement les plateformes de partage, c'est les plateformes de fournisseurs de contenu, over the top, comme on les appelle, et puis les fournisseurs d'accès Internet. Et comme toujours, dans ces cas-là, on a des stratégies qui amènent un peu à des formes de concurrence ou à des formes de relations qui sont un peu complexes. Aujourd'hui, la plupart des acteurs essayent de s'intégrer, de converger. Les fournisseurs d'accès, on l'a vu récemment avec certains d'entre eux, ont été de plus en plus présents et sont de plus en plus présents dans l'acquisition de contenu, y compris certains comme Free qui avaient affirmé ne jamais vouloir investir, ont investi récemment dans le football. C'est le cas d'Orange, c'est le cas de SFR. Donc aujourd'hui, la question, c'est d'une part, quelle est la relation entre ces fournisseurs d'accès, les chaînes qu'ils agrègent dans les offres multiple play, les contenus qu'ils peuvent acquérir éventuellement directement pour fournir des offres, et puis les plateformes qui, d'une certaine manière, peuvent apparaître comme des concurrents aussi bien des chaînes d'un côté, mais aussi des bouquets agrégés par ces fournisseurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, les questions qui se posent pour le régulateur sectoriel qui est l'ARCEP, c'est-à-dire qui s'occupe de la régulation des tuyaux, d'une certaine manière, c'est plusieurs choses. C'est d'une part le fait que pour nous, l'essentiel, c'est qu'on ait effectivement des infrastructures pertinentes et efficaces
qui permettent d'assurer les meilleures communications, etc. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits par les opérateurs et les fournisseurs d'accès dans les contenus ne se fassent pas au détriment des investissements qu'ils peuvent faire pour améliorer la qualité de service, pour développer la 5G, pour développer la couverture dans les territoires et pas simplement en France. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est donc maintenir des capacités d'investissement dans les réseaux. Le deuxième point qui est important et sur lesquels on a eu des responsabilités par la loi récemment, c'est la question de la net neutralité. C'est-à-dire que dans ces relations intégrées où on a soit des opérateurs qui investissent dans les contenus, soit des fournisseurs, des plateformes qui ont des contrats avec certains opérateurs, il n'y ait pas de discrimination des contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur ou un spectateur puisse avoir accès, quel que soit son opérateur, quel que soit le canal auquel il va se connecter, au même type de contenu et au même contenu sans que certains soient privilégiés au détriment d'autres. Donc c'est un aspect extrêmement important qui est mis au premier plan aujourd'hui au niveau européen, au niveau français également, qui est critiqué ou en tout cas qui est attaqué au niveau américain. Alors cette question de la non-discrimination finalement dans les relations entre les fournisseurs d'accès et les plateformes ou les chaînes, il est bien entendu déterminant. Alors il est déterminant du point de vue, je veux dire, civique. Il pose aussi des questions sur les modalités de répartition de la valeur. Hein, les questions de répartition de la valeur, c'est des questions qui sont posées, mais je pense que mon voisin en parlera plus directement tout à l'heure, entre les plateformes et les créateurs, les producteurs de contenu. Elles se posent aussi entre les plateformes et les constructeurs de réseaux ou les investisseurs dans le réseau. Dans quelle mesure les services qui sont développés sur Internet, qui sont développés sur ces plateformes, la valeur qui est créée par ces plateformes permet d'alimenter l'investissement dans les infrastructures et les développements d'infrastructures de plus en plus performantes, parce que les dizaines de millions de vidéos que vous évoquiez, elles supposent d'avoir des canalisations en termes d'accès qui soient dimensionnés en conséquence, d'avoir des débits qui permettent de supporter le volume des flux qui est consulté, aussi bien à la maison, j'allais dire, avec un Internet fixe, mais de plus en plus en mobilité. Et on voit bien que l'enjeu très fort sur la 5G aujourd'hui, il tient aussi à ces aspects-là. Donc c'est un peu toutes ces questions-là aujourd'hui qui se posent et qui renvoient à des questions à la fois pour les régulateurs sectoriels, comme peut l'être l'ARCEP ou comme peut l'être le CSA à d'autres titres, mais également aux régulateurs de la concurrence, aux régulations antitrust, dans quelle mesure la position des plateformes liée à leur taille, liée à leur capacité d'agrégation des contenus des spectateurs, etc., crée des effets de dominance ou des effets éventuellement de distorsion de la concurrence. Donc on voit bien que c'est des questions qui sont posées, on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, un peu rapidement, par la directive européenne. L'article, enfin, c'est explicitement, il y a un refus explicite de dire il n'y aura pas de régulation ex ante sur ces plateformes. Or, on voit bien que malgré tout, il y a des dimensions. Il y a un autre aspect qui me semble très très important, qui est soulevé dans la directive, ou en tout cas qui n'est pas abordé directement, c'est la question des informations dont on peut disposer à la fois sur les plateformes, puis sur les relations que les plateformes ont également avec les fournisseurs d'accès. Je pense que c'est un point important, notamment en cas de conflit potentiel. L'ARCEP, par exemple, a des responsabilités en termes de règlement différents sur ces questions, à la fois entre opérateurs télécoms, mais également éventuellement sur les questions de la neutralité demain. Ça veut dire disposer d'informations, de données sur le trafic, sur la nature du calibrage des interconnexions qu'il y a entre les différents acteurs. Alors c'est bien entendu des informations qui peuvent rester confidentielles dans une large part, mais je pense qu'une grande part de l'autorégulation qui est mise en avant aujourd'hui notamment par la directive, elle suppose justement d'instrumenter et de documenter ces éléments pour les données d'audience, les données d'usage, justement pour permettre à la fois de vérifier et de laisser le marché des consommateurs faire leur tri. Alban de Nervaux, vous qui êtes au cœur des négociations, est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots, selon vous, les principales avancées de
de la future directive sur le droit d'auteur, quelle est la position de la France, et la façon dont se déroulent les négociations, les principaux points d'achoppement, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui reste selon vous à poursuivre? Très, très volontiers, je ne ferai pas le tour complet de ce vaste sujet, mais pour ce qui nous concerne directement cet après-midi, à savoir le régime de responsabilité des plateformes, je peux, dans le prolongement de l'introduction très claire qui a été faite, vous dire mon sentiment et résumer ce qui représente de notre point de vue des avancées dans la discussion qui a eu lieu au Conseil, sachant, vous l'avez à l'esprit, qu'un accord a donc été trouvé au sein du Conseil entre États membres sur un texte de compromis, qu'il reste un vote, le vote doit avoir lieu au Parlement sur le texte du Parlement, et ensuite se tiendront les trilogues, donc on n'est pas encore au stade de l'accord final. Mais s'agissant du compromis qui a été trouvé au Conseil, il y a plusieurs avancées. En premier lieu, le fait que les plateformes telles qu'elles ont été définies, celles qui diffusent massivement des contenus protégés, postés par les utilisateurs avec le but d'en retirer du profit, sont reconnues comme relevant du droit d'auteur, en ce sens qu'elles accomplissent un acte de communication au public au sens du droit d'auteur. Ce point-là a été très discuté en doctrine, il y avait un certain nombre de jurisprudences qui avaient jugé le contraire, et donc le droit européen clarifie le statut des plateformes ainsi définies au regard du droit d'auteur. C'est une première avancée significative. Le texte constate également que les mêmes plateformes ne peuvent pas se prévaloir dans les conditions définies lorsqu'elles diffusent massivement des contenus protégés par le droit d'auteur du statut d'hébergeur prévu par l'article 14 de la directive droit d'auteur. Et donc vous voyez bien l'avancée, notamment par rapport au texte de la directive SMA, qui lui continue à raisonner à cadre e-commerce constant. Les mesures qui intègrent les plateformes de partage de vidéos dans la régulation audiovisuelle sont très positives, mais elles se font dans la directive SMA à cadre e-commerce constant, et ce qui se traduit notamment par l'interdiction, cela a été souligné, de prendre des mesures ex ante s'agissant des contenus en question. Donc deux avancées très, très intéressantes de notre point de vue. Deux points de vigilance. Les plateformes, cela s'est vu dans la définition, sont approchées à travers quand même un certain nombre de critères assez complexes et qui, dans la pureté du droit d'auteur, sont un peu baroques. On définit les plateformes en cause par le fait qu'elles diffusent massivement des contenus protégés. Ça a du sens d'un point de vue économique, et l'intervention du législateur européen, il se justifie principalement par un enjeu de régulation économique, donc on voit bien pourquoi ce critère est utilisé. Du point de vue du droit d'auteur, que vous diffusiez massivement ou pas massivement, vous devez respecter le droit d'auteur, le droit moral, donc tout ça est indifférent. Mais voilà, donc c'est une première difficulté, mais je pense qu'on aura du mal à échapper à ce critère. On a veillé dans la négociation à ce qu'il soit délimité de la manière la moins ambiguë possible, parce que nos adversaires dans la négociation essayaient de réintroduire de toutes parts des ambiguïtés qui affaiblissaient les clarifications qu'on essayait d'apporter. Un autre critère nous pose un peu problème, mais là aussi il a du sens par rapport à l'intervention du législateur européen, ce critère du profit. On ne vise que les plateformes qui recherchent du profit. Or, voilà, le droit d'auteur, selon que vous avez une activité commerciale ou pas, en droit commun, il s'applique. Donc, c'est aussi une forme d'innovation par rapport aux principes généraux du droit d'auteur. Un deuxième ensemble de points de vigilance concerne l'atténuation du régime de responsabilité des plateformes ainsi reconnues responsables, en ce sens que, comme cela a été rappelé, si elles prennent en bon père ou en bonne mère de famille les mesures nécessaires telles que Content ID et autres pour faire en sorte que, en l'absence d'un accord des ayants droit, les contenus soient effectivement bloqués, et en outre qu'elles assurent un stay down,
donc qu'elles empêchent la réapparition des contenus si par malheur ils sont néanmoins apparus sur leur plateforme. Donc s'ils mettent en œuvre ces diligences qui vont assez loin, puisqu'elles impliquent pour le coup des mesures ex ante, des mesures proactives ex ante, à ce moment-là, les plateformes peuvent être reconnues comme non responsables en dépit de l'apparition de contenus illicites. C'est une forme de réalisme du législateur européen, en tout cas au sein du Conseil, face au constat qu'en effet, sur ces plateformes, plusieurs centaines d'heures de vidéos apparaissent à chaque minute, et on doit pouvoir tenir compte du comportement vertueux des acteurs sans leur tomber dessus avec un régime plein et entier de responsabilité si jamais elles ont pris toutes les diligences qui sont raisonnables en l'état de l'art. Voilà. Mais cette exonération, cet aménagement de responsabilité, on l'a accepté au Conseil parce qu'on n'avait pas le choix. Ça faisait partie de l'équilibre politique, parce qu'il nous semblait quand même que c'était réaliste pour les raisons que je viens d'indiquer. On est très attentif à ce que cette atténuation de responsabilité ne se transforme pas en nouveau régime de l'article 14 de la directive e-commerce. À ce moment-là, on aurait un peu tout perdu. Donc vous voyez qu'on est sur un équilibre subtil. Voilà. Et on va voir comment ça se passe au Parlement européen, où a priori le texte est plutôt orienté sur des bases qui nous semblent intéressantes. Ensuite, le trilogue aura lieu. Voilà, ça n'épuise pas évidemment tous les enjeux, notamment ceux chers à Pascal Rogard, qui ont pu être discutés dans le cadre de cette directive. Ah ben, le lien est tout trouvé justement, Pascal Rogard, pour vous demander de réagir à cette future directive. Sur le partage, vous me disiez tout à l'heure, j'ai aucun problème avec YouTube. Ah non, j'ai aucun problème avec YouTube, j'ai aucun problème avec Netflix. Tout le monde sait avec qui j'ai un problème en France. Donc voilà. Et pourtant, on est de la même Bretagne, vous voyez. Bon. Mais il y a celle du Nord et celle du Sud. Bon, c'est autre chose. Non, j'ai aucun problème avec YouTube parce que, vous savez, quand les plateformes sont arrivées, l'Internet, ça a été très mal vécu par l'écosystème de la musique et celui du cinéma, parce que c'est vrai, c'était un vecteur de la contrefaçon et de la piraterie. Et on a vu, sous les coups de boutoir de la piraterie, et aussi du fait que les systèmes de commercialisation n'étaient plus adaptés, le monde de la musique souffrir fortement, et pour le cinéma, surtout le monde de la vidéo physique. Bon. Maintenant, le monde de la musique a pris le virage du numérique. Le monde du cinéma, beaucoup plus lentement, essaye de le prendre. Il a toujours une chronologie des médias complètement archaïque et le ministère, en dépit de ses efforts, n'arrive pas à faire comprendre à certains que 48 mois pour passer un film sur YouTube, c'est un peu long. 36 mois sur Netflix, c'est aussi très long, mais c'est peut-être pas le sujet. Donc avec YouTube, avec Netflix, on a passé des contrats qui permettent de rémunérer les auteurs de notre répertoire, c'est-à-dire le cinéma, la fiction, le spectacle vivant, quand il est enregistré, bien évidemment, de les rémunérer au titre des diffusions qui sont faites sur ces plateformes. Et on a même été plus loin avec YouTube, puisque YouTube avait un petit problème avec son studio d'enregistrement, et on a annoncé aujourd'hui que pour une période limitée, le temps qu'ils reconstruisent leur studio, nous allons faire studio commun dans l'enceinte de la SACD. Donc voilà un scoop. Voilà. On n'avait pas un problème, on s'agrandit. Ah, ils s'agrandissent. Non, problème de croissance. En tout cas, vous l'aviez pas. Bon, donc on essaye de s'associer pour travailler. Je dois dire aussi, parce que lorsque j'ai passé le premier contrat avec YouTube, j'ai entendu alors des producteurs dire vous associez aux pirates, vous allez légaliser la piraterie. Évidemment, la rémunération SACD n'existe que si l'œuvre est légalement mise à disposition sur la plateforme. Quand ce sont des œuvres piratées, il n'y a pas de rémunération. Mais pour moi, les problèmes des plateformes, parce qu'on parle de la piraterie, sont ceux qui sont le plus faciles à régler. C'est-à-dire, il suffit que les ayants droit mettent en place des mesures de protection. Alors, il y a malheureusement 2 systèmes de protection différents. Un pour YouTube,
l'autre pour Dailymotion. Sur Dailymotion, ça n'a plus grande importance parce qu'en réalité, ils sont passés en 4e division, mais commerciale, je dis. Bon. Et donc, si le ayant droit prend les mesures de protection, l'œuvre ne rentre pas dans le système. Donc, il n'y a pas de piraterie à ce moment-là. Donc, c'est pas possible de le faire. Donc, là-dessus, disons que ces problèmes de plateforme, on est en train de les régler avec YouTube, avec l'autre. Il y en a une. Alors, il y en a une, par contre, mais elle n'est pas venue. Elle était prévue à ce débat. Elle est enduite d'huile, vous savez, comme les lutteurs turcs que vous n'arrivez pas à attraper. C'est Facebook. On a vu Mark Zuckerberg sur des problèmes de données personnelles au Congrès des États-Unis passer son temps à s'excuser. Je ne sais pas. Sur le droit d'auteur, c'est pareil. Alors, il n'y a pas, paraît-il, selon eux, de vidéos de notre répertoire. Or, récemment, j'ai vu un responsable d'une grande chaîne de télévision qui m'a dit, pour toucher le public jeune, et je pense qu'il avait raison, nous mettons nos vidéos qu'ils appellent créatives, mais qui sont des vidéos du répertoire de la SACD, sur Facebook. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, Facebook reconnaisse aussi, comme YouTube, et comme l'avait fait en son temps Dailymotion, qu'ils doivent quelque chose pour rémunérer les créateurs. Voilà. Est-ce que vous pourriez en 2 mots nous expliquer le principe de votre accord avec YouTube, même si Ah ben non, parce que alors là, malheureusement, je suis tenu à une confidentialité absolue. YouTube, comme Netflix d'ailleurs, ça c'est la caractéristique des sociétés américaines, impose des règles de confidentialité extrêmement strictes. Je peux simplement vous dire que nous avons un accord qui permet à la SACD de bénéficier de rémunérations basées sur l'activité et le chiffre d'affaires de YouTube et que nous rémunérons sur ces bases-là les YouTubers. C'est pareil sur Netflix et sur Netflix, nous avons en plus ce que n'ont pas les producteurs actuellement, les données de consommation des œuvres sur les territoires pour lesquels nous avons un accord. Et donc, nous pouvons rémunérer les auteurs au prorata du nombre de vues effectives de l'œuvre sur Netflix. Voilà. Bon, Netflix étant une plateforme un peu différente, naturellement, de YouTube, mais je sais que YouTube va aussi peut-être faire des plateformes qui vont ressembler à Netflix, parce que tout le monde va aller dans cet écosystème. Voilà. Alors, sur la directive, je dois dire que le gouvernement français, sur la directive SMAD, s'est battu et a obtenu des résultats excellents, et en particulier le fait que maintenant, on pourra appliquer des obligations d'investissement aux plateformes localisées à l'étranger sur le chiffre d'affaires effectué en France, bon, ou dans d'autres pays, pas quand ce seront d'autres pays. On a obtenu, il y a 3 ans, le gouvernement français le Parlement français et le gouvernement ont taxé Netflix. Il a fallu 3 ans à la Commission européenne pour valider, mais ça a été validé. C'est une contribution au financement du CNC. L'année dernière, je crois que c'était YouTube, et ça fait plaisir à Justine, enfin, de contribuer au financement de la création par l'intermédiaire du CNC. Et puis, il y a cette obligation de diffusion, ce quota qui est de 30%. La Commission avait proposé 20%. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'est vraiment bien battue. Elle a obtenu 30%. Alors, 30%, c'est moins que 50%, parce que pour les télévisions, c'est 50%. Mais disons, c'est mieux, 30%, c'est mieux que 20%, et 20%, c'était mieux que rien. Donc, on est quand même dans un progrès du droit européen. On n'a pas toujours réussi, on n'a toujours pas réussi sur les questions de fiscalité, parce que c'est très important dans la concurrence déloyale entre les plateformes localisées à l'extérieur et les opérateurs nationaux. Sur la fiscalité, c'est pas encore traité, puisqu'il y a des projets de taxation au niveau européen, mais qui, à mon avis, ne sont pas très adaptés. Et puis sur la directive, le grand échec du gouvernement français, je suis obligé de le dire à Alban, c'est qu'il n'a pas réussi à obtenir que les auteurs européens, les auteurs de l'audiovisuel, et le système de rémunération proportionnelle qui a été inventé en 1777 par Beaumarchais. Donc le gouvernement français avait le temps de réfléchir pour l'établir. Et là, c'est l'échec. Alors, c'est pas l'échec définitif, parce qu'au Parlement européen, beaucoup de parlementaires soutiennent cette idée. Il faut dire qu'on a eu affaire à un lobbying sournois des producteurs français, sournois parce que déguisé contre cette rémunération. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'en France, ça se passe bien. Mais c'est clair que dans beaucoup de pays européens, les créateurs de l'audiovisuel n'ont pas encore accès à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leurs œuvres, et que ça, c'est une différence de traitement, en particulier par rapport à la musique, où la musique, les auteurs
ont cette rémunération du fait de l'organisation des sociétés musicales. Et cette différence de traitement fait que sur beaucoup de pays, les auteurs ne sont pas associés aux recettes d'exportation de leurs œuvres. Là, c'est quand même un manque et je pense que la France n'a pas fait suffisamment entendre sa voix sur ce sujet qui est un sujet important pour tous les créateurs. Alban de Nervaux, en deux mots. J'ai tendu voilà, la perche ou les verges pour me faire battre. Simplement, sur ce sujet, effectivement, je comprends la déception de Pascal Regard, cette question du droit à rémunération des créateurs pour chaque utilisation de leur œuvre, notamment en ligne, a bien été portée par les autorités françaises. Certains de nos représentants ici présents lors des débats du Conseil peuvent en témoigner. On a rencontré plusieurs difficultés. Comme Pascal le sait bien, quand une disposition aussi importante n'est pas dans le texte initial de la Commission, les chances de l'avoir introduite dans la suite des débats sont quasi nulles. On le voit sur d'autres sujets comme l'injection directe. D'autre part, la France ne manque pas de bravoure, et vous l'avez souligné, et de combativité dans les négociations européennes. Néanmoins, on a besoin d'être un peu soutenu sur ce sujet. On s'est trouvé quasiment tout seul à porter l'enjeu. Et ça s'explique, je pense, en partie par les raisons que vous avez pointées, à savoir certaines divisions au sein de la filière. Ça s'explique aussi parce que la Commission européenne a mis dans le texte un certain nombre de dispositions, notamment des dispositions qui ont trait à la transparence de la relation entre les plateformes, les producteurs, les éditeurs, les créateurs, et que ces dispositions-là, qui pourtant sont très ciblées, très modérées par rapport au droit français en particulier, sont déjà très débattues et très peu consensuelles au niveau européen. Donc imaginez si on avait dû débattre de la proposition chère à Pascal et que le gouvernement a repris à son compte. Voilà, donc quelques éléments d'explication, mais c'est un enjeu qu'il faudra continuer à porter. On verra ce qui se passe au Parlement européen. Juste un mot, c'est que le paradoxe, c'est que l'auteur audiovisuel ou scénariste américain, sous régime copyright, est bien mieux traité du point de vue de la rémunération au niveau du contrat initial, où il est très protégé par des règles. En France, il n'y a quasiment aucune règle, à part la loi, mais il n'y a aucune règle, il n'y a aucune régulation des contrats. Et sur la rémunération proportionnelle, du fait de la puissance des guildes, où ils ont obtenu par des combats syndicaux extrêmement forts et par des grèves, dont certaines ont été très longues et très suivies, actuellement, les auteurs américains, des séries américaines que l'on voit sur les plateformes ou sur les chaînes, ont une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de leurs producteurs. Et leurs producteurs sont souvent plus puissants que les chaînes elles-mêmes. Bon. Donc, le paradoxe absolu, c'est que l'Europe, qui se veut terre de création, terre d'asile et de défense des créateurs, est finalement très en retrait par rapport à l'Amérique. Juste avant de passer aux questions qui commencent à arriver par SMS, j'avais une dernière question pour Pierre-Jean Bengozi. La future directive sur le droit d'auteur encourage l'autorégulation, mais est-ce que c'est facile de mettre en place cette autorégulation quand on entend secret, confidentialité, etc. À quelles conditions l'autorégulation peut fonctionner sur ces sujets ? Je pense que c'est un point central, et on voit bien qu'il est un peu sous-jacent à plusieurs des points qui ont été soulevés. Je pense que les outils du régulateur, alors ça peut être des outils de régulation des monopoles, éventuellement, sur certains aspects. Il y a déjà des outils de régulation des plateformes sur la portabilité des informations, des données, etc. Il y a des outils de régulation sur les relations économiques, etc. Mais c'est une neutralité, mais il est clair que l'autorégulation, ça suppose une forme de ce qu'on pourrait appeler une régulation par la data, régulation par les données, à savoir de rendre transparent dans une large mesure, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis des consommateurs pour éventuellement faire leur choix par rapport à la loyauté éventuelle des algorithmes, des outils de recommandation, des modes de sélection des commentaires, que des professionnels,
pour vérifier éventuellement ou contrôler la manière dont leurs œuvres sont mises en avant, sont discriminées ou pas, etc. On voit bien que certains des contentieux qu'il peut y avoir aujourd'hui, notamment sur les outils de recommandation, portent aussi sur cette loyauté ou cette mise en avant ou pas de certains contenus. La net neutralité, les points qui nous remontent aujourd'hui, c'est un peu des points de ce type-là, hein, ce qu'on appelle le zéro rating. Est-ce qu'un opérateur, finalement, va pouvoir intégrer, un fournisseur d'accès va pouvoir intégrer dans son offre, éventuellement, gratuitement ou sans consommation de son forfait data, certains types de contenus particuliers par rapport à d'autres. Donc on voit que toutes ces questions-là, pour pouvoir les adresser, on a besoin de mesurer, on a besoin de quantifier, on a besoin d'instrumenter un peu la connaissance qu'on a pour justement rendre visible un peu des écarts éventuels. On parle parfois de la régulation du vampire. Hein. Le vampire, c'est quand on le met au soleil, il meurt, ou en tout cas, il a des difficultés. Donc là, l'idée, c'est de rendre visible des pratiques ou les mauvaises pratiques pour justement inciter à la fois via la concurrence et via le pouvoir donné aux consommateurs une imitation de ces pratiques. Mais ça suppose effectivement d'avoir des informations sur quels sont les contenus effectivement utilisés, quels sont les films, les musiques, etc. effectivement consommés ou écoutés, est-ce qu'on les écoute complètement, est-ce qu'on les écoute juste des petits bouts, etc. Donc c'est tous ces éléments-là, hein, les mesures d'audience, on l'a déjà dans l'audiovisuel. Vous achetez un billet de cinéma aujourd'hui, chaque billet est tracé, etc. Je pense que c'est ce type de traçabilité importante des pratiques, de contenu des œuvres qui va être essentiel justement pour permettre cette autorégulation. Et c'est vrai dans la relation avec les consommateurs, avec les créateurs, comme c'est vrai, je le disais tout à l'heure, plutôt dans les relations avec les infrastructures et les fournisseurs de réseaux. D'accord. On va passer aux questions donc, qui arrivent par SMS. La première concernait YouTube dans 10 ans. Quelle sera la part des contenus premium et la part des contenus générés par les utilisateurs? Un petit scoop comme ça. Oh, c'est intéressant parce que 10 ans dans le monde numérique, c'est un siècle, quoi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que on voit ces tendances de les médias traditionnels qui viennent sur ces plateformes pour aller chercher une audience complémentaire, une audience qui n'est pas forcément sur leur premier écran. Ce qu'on voit aussi, c'est que les créateurs endémiques, donc vous connaissez les youtubeurs, les Norman, Cyprien, etc., se professionnalisent de plus en plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des créateurs comme Cyprien qui font des courts-métrages sur YouTube. Donc, ce qu'on explore, et vous l'avez vite évoqué, c'est des modèles de consommation un peu différents, avec ce qu'on a annoncé pour une sortie imminente qui s'appelle YouTube Premium, qui sera un accès à YouTube un peu différent du modèle actuel qui est gratuit pour l'utilisateur avec de la publicité. YouTube Premium, ce sera un modèle à la souscription. Je paierai un abonnement pour avoir une expérience de YouTube ininterrompue. Donc c'est très difficile de répondre à cette question. Il y en a une qui est plus rapide. On apprend en marchant. Ce qu'on voit, c'est que les contenus qui perdurent sont les contenus qui arrivent à engager une audience, à la faire revenir, à la faire converser. C'est pour ça qu'on a des outils conversationnels aussi de plus en plus développés autour même de l'expérience vidéo. C'est pour ça qu'on parle du YouTube Time au-delà du simple moment où je consomme la vidéo et que naturellement, cet écosystème entre l'annonceur, le créateur et l'utilisateur, il tend vers un contenu de plus en plus de la qualité. Mais ça se fait très naturellement en fait. Pierre-Jean Bengoudi, vous aviez une remarque en... Oui. Alors, je ne sais pas ce que sera YouTube dans 10 ans. Je peux avoir des craintes sur ce que peuvent pousser les plateformes dans 10 ans. Aujourd'hui, la concurrence qu'on a entre les supports de distribution, c'est des supports à base d'exclusivité. Hein, je veux dire, à la limite, les chaînes de télé, si je regarde France Télévisions, je ne vais pas avoir les mêmes contenus que si je regarde TF1 ou M6, etc. Mais finalement, cette concurrence est possible parce qu'on a une plateforme technique unique qui est la télévision ou qui est éventuellement la box, enfin en tout cas la box ou l'élément à laquelle je vais regarder. Le risque sur les plateformes, et qu'on voit d'ailleurs avec des plateformes qui se mettent à produire ou à avoir des accords d'exclusivité, c'est que certains contenus
ne soit accessible que sur certaines plateformes. Et que effectivement, à travers la capacité des plateformes d'agréger des offres de contenu qui ne sont plus simplement du streaming, de la consommation de musique ou de vidéo, mais aussi du commerce électronique, mais aussi des informations, etc. Je sois obligé, pour voir certains contenus, de m'abonner à certaines plateformes et de rentrer finalement dans un écosystème où finalement la concurrence n'est plus simplement entre des chaînes qui sont accessibles sur la même interface, mais qui sont des grands écosystèmes qui deviennent concurrents entre eux et qui limitent finalement, d'une certaine manière, l'accès à certains types de contenus. Je le dis, je parlais de la net neutralité tout à l'heure, parce que c'est une des questions qui est posée, si on le regarde simplement sous l'angle des infrastructures et de l'accès, de la connectivité, mais c'est aussi une question qui peut se poser à la couche supérieure au niveau des plateformes. D'accord. Il y avait une question sur le rôle joué par YouTube dans la relation entre les pouvoirs publics et les utilisateurs ou les citoyens. Comment garantir et protéger la liberté éditoriale des contributeurs. Ça rejoint peut-être une thématique qu'on n'a pas pu aborder faute de temps, c'est la lutte contre les discours de haine. Enfin, j'imagine que ça se rapporte à ça. Comment est-ce qu'on articule ce contrôle, cette responsabilité et le respect de la liberté d'expression? Oui. Alors déjà, comment est-ce qu'on collabore avec les pouvoirs publics? Je crois que la meilleure illustration de ça, c'est notre président, qui a une chaîne YouTube qui est vraiment exceptionnelle. Et il a vraiment compris ces nouveaux codes de communication qui permettent de s'adresser au plus grand nombre d'une manière un peu disruptive, assez nouvelle. Mais on travaille très étroitement avec toutes les équipes gouvernementales, avec tous les ministères, avec toutes les institutions plus largement. Pour venir sur le sujet de protection de l'utilisateur, parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé et c'est absolument essentiel. Si YouTube est une plateforme dont la vocation est la liberté d'expression, évidemment, en aucun cas, elle ne peut être le territoire de discours de harcèlement, de violence, de terrorisme, etc. Donc, on a pris des engagements très clairs, et je reviens sur cet enjeu aussi de scalabilité, je vous ai cité les chiffres, pour pouvoir être le plus rapide possible dans la protection des utilisateurs. Il y a 2 enjeux pour nous et 2 investissements majeurs qu'on a commencé à faire depuis plus d'1 an. Le premier, c'est mettre la technologie au service du signalement des vidéos. Quand je dis la technologie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, le fameux machine learning ou encore intelligence artificielle. Comment ça se passe? On montre aux machines quels sont les patterns de vidéos qui ne sont pas autorisés sur la plateforme. Les machines auto-apprennent et de plus en plus vite permettent de repérer et de signaler les contenus illicites sur la plateforme. Aujourd'hui, nos opérateurs repèrent, enfin les vidéos qui sont illicites sont 5 fois plus signalées et vues et spotées qu'il y a 12 mois. Deuxième investissement, c'est sur les ressources humaines. Et je crois que c'est Anthony Level qui en parlait tout à l'heure. La technologie se joint obligatoirement à l'expertise humaine. À la fin de l'année 2008, un employé sur 8 de Google sera dédié à des métiers liés à la modération. Ça veut dire des modérateurs qui vont revoir les contenus, parce que quand vous avez une vidéo qui montre un animal qui est souffrant, qui est torturé, si c'est une vidéo d'une association qui protège les animaux, c'est pas du tout la même signification que si c'est un utilisateur qui a filmé de la torture animale. Donc, investissement humain, un employé sur 8 de Google à la fin de 2018 lié au métier de la modération. Troisième élément, on travaille avec les associations, SOS Homophobie, Protection de l'enfance, etc., pour les équiper, pour leur donner des outils spécifiques pour qu'elles puissent elles-mêmes signaler les contenus. Et leur signalement arrive en priorité sur la plateforme. Voilà, donc c'est le genre de mesures. Et je voudrais préciser une dernière mesure. Celle-ci, on l'a prise directement vis-à-vis des créateurs. Vous savez qu'initialement, à sa genèse, la monétisation de YouTube était accessible par tous. Vous créiez une vidéo, vous étiez éligible à la monétisation dès les premières vues. Eh bien, on a modifié cette règle-là pour dire, en vérité, d'abord, vous construisez votre audience, et c'est parce que vous avez une ligne éditoriale qui est claire, qui est pérenne, qui est de qualité,
que au-delà à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de vues de vos vidéos sur votre chaîne, vous allez être éligible à la monétisation. Et ça, naturellement, ça va dans le sens de votre question précédente de les contenus premium sur YouTube. En fait, naturellement, les contenus de qualité émergent et se développent. Merci. Je crois qu'il va nous falloir conclure. Je crois qu'on aura vu à travers ces... 2 jours pour parler de tout ça. Mais oui, on doit faire avec les contraintes qui nous sont imposées. Donc on voit qu'il y a quand même des défis qui appellent vraiment une réflexion, une implication de tous les acteurs. C'est cette réflexion sur le statut, et elle n'est pas née d'aujourd'hui. Dès 2011, déjà, il y avait un rapport de sénateurs qui justement portait sur cette question et appelait à la naissance d'un statut intermédiaire. En tout cas, j'espère que la discussion avec tous nos intervenants a permis un peu d'éclairer les enjeux et les intérêts également en présence. Et je passe la parole à Elisabeth Lehotte de la DGMIC qui est là. Bonsoir, chers intervenants, chers modérateurs, chère Nathalie Sonac, cher François Quinton, chers amis de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, chers participants, et surtout, chère équipe du ministère de la Culture qui ont organisé cet événement. Je vous remercie tous pour le travail remarquable que vous venez d'accomplir. La solidité des études de l'Observatoire et la qualité des échanges qui ont suivi ont fait de ce colloque, je le crois, une réussite, et j'y reviens dans un instant. Avant, je vais repartir 1 an en arrière. Lorsqu'il y a donc 1 an environ, nous avons réfléchi avec Suzanne et les équipes de l'Observatoire au thème qui pourrait être retenu pour le colloque de la présidence française de l'Observatoire en juin 2018. Et donc, nous avons retenu le thème des plateformes de partage de vidéos. Pourquoi ? Parce que alors nous étions en pleine négociation sur la directive sur les services de médias audiovisuels et il faut bien l'avouer, nous étions un peu frustrés par le sort réservé aux plateformes de partage de vidéos dans la directive. Et je parle bien des plateformes de partage de vidéos et pas des plateformes VOD, car s'agissant des secondes, on a le sentiment que leur activité est un peu mieux connue, un peu mieux cernée. Et comme les intervenants l'ont rappelé, elles vont se voir imposer des quotas de 30% en faveur de la création européenne. Non, on pensait aux plateformes de partage de vidéos. Certes, on se réjouissait, comme vous l'avez indiqué, Monsieur Donat, de les voir intégrées pour la première fois dans la régulation audiovisuelle européenne. Mais on ne pouvait que regretter la timidité des mesures qui leur étaient imposées. Vous venez beaucoup d'en débattre. Autorégulation, co-régulation, et puis des mesures sur dans quel objectif ? La protection des mineurs, la protection des publics. C'est très important, c'est fondamental, mais on n'était pas tout à fait sur la diversité culturelle que nous appelons de nos vœux. C'est pourquoi nous avons souhaité approfondir la réflexion à leur sujet, pour objectiver leur rôle dans la chaîne de valeur, pour connaître la réalité de leur modèle économique, pour faire contribuer à la promotion de la diversité culturelle ces nouveaux acteurs, et pour leur donner un statut juridique, je dirais, à la mesure, à la hauteur du rôle éminent qu'elles jouent dans la diffusion des contenus audiovisuels. Alors je le disais tout à l'heure, ce colloque est une réussite, dans le sens où il a atteint ses objectifs, qui étaient de mieux cerner le rôle économique des plateformes de partage de vidéos. L'étude de l'Observatoire et la table ronde animée par Nathalie Sonac ont bien montré l'interdépendance entre les plateformes de partage de vidéos et les médias que l'on continue d'appeler traditionnels. D'une part, en raison de la concurrence pour les ressources publicitaires, et d'autre part, car les plateformes de partage de vidéos se positionnent non seulement sur la production de contenu, dont Justine Rist nous a montré qu'elles étaient de plus en plus professionnelles, mais aussi et peut-être sur le secteur de la distribution.
On peut conclure, je crois, de vos échanges que le partage de contenu appelle un partage de la valeur. Je retiens notamment de la deuxième table ronde et du travail très approfondi conduit par Maya Capello et ses équipes, un avis quasi unanime pour souligner l'asymétrie de régulation, c'est une expression qui a été employée, entre les obligations imposées aux services de médias audiovisuels d'une part, y compris aux services de médias audiovisuels à la demande, et les obligations imposées aux plateformes de partage de vidéos d'autre part. Même si, comme Alban de Nervaux l'a détaillé, les autorités françaises continuent à défendre des avancées ambitieuses dans le cadre de la directive sur le droit d'auteur. On le voit, le statut des plateformes de partage de vidéos est sans cesse l'objet de réflexion. Il est mouvant. Vous avez, François Quinton, parlé de défis. Nul doute que les réflexions que vous avez menées aujourd'hui viendront alimenter des discussions à venir à Bruxelles et en France sur ces sujets. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'aurai plaisir à rejoindre les membres de l'Observatoire européen de l'audiovisuel dans un petit quart d'heure. Merci à tous.